On m'a présenté tout à l'heure Jacques Gagné, au cas où vous auriez manqué le nom. Effectivement, membre fondateur de CFA Québec, mais ce qu'on a oublié de vous dire, c'était quand même en 1995, ce qui ne me rajeunit pas. Mais j'avais lu dernièrement, dans un livre dont vous avez peut-être entendu parler, l'autobiographie de Marc Laurando. Pour les plus vieux, Marc Laurando est un ancien des Cyniques, un groupe humoriste des années 70. Et dans son livre, à un moment donné, il écrit « Ça a des avantages d'être vieux. Un des avantages, c'est qu'on n'a plus besoin d'étudier l'histoire. Parce que l'histoire, on la sait. » Alors moi, je connais l'histoire de CFA Québec. C'est une belle histoire. Grâce au travail des gens qui se sont succédés à la direction de CFA Québec, et grâce aussi à l'implication, la participation vraiment active de nos membres, dont plusieurs sont ici ce midi, eh bien, CFA Québec est devenu, pour toute la communauté financière de Québec, est en mesure maintenant de fournir une magnifique formation à toute notre communauté. Si on m'avait dit au début de CFA Québec qu'un jour, on recevrait le gouverneur de la Banque du Canada, j'aurais dit, voilà un rêve non réaliste. Et pourtant, aujourd'hui, nous recevons M. Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, et je suis certain que ce sera un événement marquant dans l'histoire de CFA Québec. M. Macklem est né à Montréal. Il a vécu jusqu'à ce qu'il entreprenne ses études universitaires et il a étudié d'abord à l'Université Queen's à Kingston, où il a obtenu un bac en économique, puis est allé à l'Université Western Ontario à London, où il a obtenu une maîtrise et un doctorat en économique. De 1989 à 2014, il a été surtout à la Banque du Canada, mais également au ministère des Finances à Ottawa. Entre autres, au ministère des Finances, il a été sous-ministre délégué où, durant la crise financière de 2008, il a agi comme représentant du Canada au G7 et au G20. À la Banque du Canada, M. Macklem a débuté dans le département de la recherche et a gravi tous les échelons pour devenir, en 2004, un des sous-gouverneurs de la Banque et, en 2010, le premier sous-gouverneur. À titre anecdotique, pour ceux qui ont un très grand sens de l'observation, vous savez que le premier sous-gouverneur de la Banque a sa signature sur tous nos billets de banque. Mais ce n'est pas sa seule responsabilité, mais je tenais à le mentionner. En 2014, M. Macklem est allé comme doyen à l'école de gestion Rotman, affiliée à l'Université de Toronto. Il est revenu en 2020 à la Banque du Canada à titre de gouverneur. Bien sûr que son nom apparaît toujours sur les billets de banque. Et donc, vous ne saviez peut-être pas, en entrant dans la salle,
Mais c'est un fait que tous ceux qui assistent ici, quand ils quitteront, pour peu que vous ayez un billet de banque dans vos poches, vous avez un autographe de notre conférencier. Monsieur McLem, je veux surtout vous dire que CFA Québec est très fier de vous accueillir. Je vous invite donc à prendre la parole en vous garantissant un auditoire très attentif. Merci Jacques pour cet accueil si chaleureux. Quelle journée belle ici, aux Villes du Québec. C'est un grand plaisir d'être au Québec pour vous parler de la politique monétaire et de l'économie. Près de 3 ans après le début de la pandémie, on entre dans une nouvelle phase de politique monétaire. L'année 2002 a été marquée par une surchauffe économique et une inflation élevée. Et on a répondu avec force, en augmentant le taux directeur rapidement. Les choses vont être différentes cette année. Après 8 augmentations de suite, on a dit en janvier qu'on prévoit rester au niveau actuel. Mais ça va dépendre des perspectives d'inflation. Cette pause va nous permettre d'évaluer l'efficacité de nos hausses pour faire baisser l'inflation. À plus de 6 %, on est encore loin de la cible de 2 %. Mais on prend un virage dans notre lutte contre l'inflation. La politique monétaire fonctionne. In 2022, we faced an overheated economy and high inflation, and we responded forcefully, increasing our policy rate rapidly. The year ahead will be different. In January, after 8 consecutive interest rate increases, we said we expect to hold the policy rate at its current level, conditional on the outlook for inflation. We're pausing to assess how well our interest rate increases are working to bring inflation down. With inflation above 6%, we're still a long way from the 2% target. But inflation is turning the corner. Monetary policy is working. Et voilà précisément le sujet de mon discours. Comment la politique monétaire permet de contrôler l'inflation. Je vais vous parler des mesures qu'on a prises, leur impact et de nos attentes pour l'avenir. Mais je vais aussi discuter des risques et des incertitudes qui entourent nos efforts pour ramener l'inflation à la cible. Les Canadiens voient bien que l'inflation est élevée. Ils le voient à l'épicerie, quand ils payent leur loyer et quand ils vont au restaurant ou en voyage. Ils savent aussi qu'on a relevé notre taux directeur. Et ça, ils le voient dans le coût plus élevé des prêts hypothécaires, des marges de crédit et des prêts commerciaux. Ce qui est moins évident, c'est la façon dont les taux d'intérêt plus élevés font baisser l'inflation. Depuis mars, on a relevé le taux directeur de 4,25 points de pourcentage. Ces derniers mois, l'inflation s'est stabilisée, puis a commencé à baisser. Notre important resserrement monétaire va continuer son action sur l'économie, ce qui va rééquilibrer l'offre et les demandes et ralentir l'inflation. Mais comment ça marche? En théorie, notre approche de politique monétaire est simple. Et on est une banque centrale qui cible l'inflation. Notre cible est de 2 % et on l'a atteint en moyenne pendant 30 ans, du moins jusqu'à la pandémie. Quand l'inflation s'éloigne de cette cible, notre principal outil pour la ramener à 2 % est notre taux directeur.
On peut utiliser d'autres outils de temps en temps, mais en général, on a une cible et un outil. En pratique, au moins 3 choses viennent compliquer la politique monétaire. Premièrement, notre taux directeur a un effet indirect sur l'inflation. Deuxièmement, il faut jusqu'à 2 ans pour cet effet se hausse pleinement sentir. Et pendant le temps, l'économie et l'inflation évoluent. Il faut donc anticiper la trajectoire de l'inflation. Et troisièmement, comme les choses changent constamment, il faut traiter nos prévisions avec humilité et être prêt à s'ajuster. En jargon économique, on parle du mécanisme de transmission de la politique monétaire pour décrire le processus par lequel les hausses et les baisses du taux directeur influencent l'inflation. Dans les 2 cas, ça marche de la même façon et comme on est en contexte de hausse, prenons cet exemple. Quand on relève le taux directeur, il coûte immédiatement plus cher aux banques de se financer. En réponse, elles augmentent les taux d'intérêt qu'elles offrent à leurs clients. Les rendements sur l'épargne sont alors meilleurs, mais emprunter coûte plus cher. La hausse des coûts d'intérêt décourage l'emprunt. Les gens pourraient donc être moins nombreux à demander un prêt hypothécaire pour acheter une maison. Ils pourraient aussi rapporter l'achat d'une nouvelle voiture ou mettre la rénovation de leur cuisine ou leurs vacances en famille sur la glace. Voilà pourquoi les secteurs sensibles au taux d'intérêt, comme celui du logement, sont souvent les premiers à voir leur activité ralentir quand on monte le taux directeur. Ce canal est assez direct. Et en général, on voit la demande baisser pour les gros achats qui doivent souvent être financés comme les voitures et les électroménagers. Les taux plus élevés ont aussi des effets ailleurs dans l'économie. La construction se modère. Les ménages qui ont un prêt hypothécaire ont moins d'argent à dépenser. La production ralentit à mesure que la demande s'affaiblit. Les entreprises peuvent réduire le projet d'investissement à cause des coûts d'emprunt plus élevés ou de la baisse de la demande. Les taux d'intérêt plus élevés au Canada rendent aussi le pays plus attrayant aux yeux des investisseurs étrangers. Ça veut dire que si rien autre ne change, le dollar canadien va s'apprécier. Ainsi, les biens étrangers deviennent plus abordables pour les Canadiens et le pays importe moins d'inflation. À l'envers, les exportations canadiennes de biens et services deviennent plus chères, ce qui ralentit leur demande. Plus le taux directeur est élevé, plus la demande nationale et étrangère baisse. Et quand la demande baisse, la croissance économique ralentit. On ne dirait pas que c'est une bonne chose, sauf quand l'économie surchauffe. Quand la demande dépasse l'offre, l'inflation subit des pressions à la hausse. Un ralentissement économique permet à l'offre de rattraper la demande, ce qui réduit les pressions inflationnistes. La politique monétaire a aussi une action sur les attentes d'inflation. C'est important parce que les attentes influencent l'inflation actuelle. Je vous explique. Si les ménages ou les entreprises pensent que l'inflation va être basse, celles-ci vont hésiter à augmenter leur prix de crainte de perdre des clients. Cette dynamique garde l'inflation à un niveau bas. Mais si les consommateurs pensent que l'inflation va être élevée, les entreprises vont être plus à l'aise de monter leur prix. Voilà pourquoi on est aussi déterminé à maintenir les attentes d'inflation bien ancrées à la cible de 2 %.
Et on y arrive surtout en communiquant très clairement notre engagement à rétablir la stabilité des prix et en passant de la parole à l'acte. En résumé, la Banque a un contrôle direct uniquement sur la première étape du mécanisme de transmission, c'est-à-dire la fixation du taux directeur. Les autres étapes sont moins directes et ils mettent de plus de temps à faire pleinement effet. Quand on a commencé à monter le taux directeur en mars 2022, l'économie rouvrait après la 4e vague de COVID. Face à la forte dynamique et la demande excédentaire évidente dans les mois qui ont suivi, on a fait des augmentations d'une ampleur inhabituelle. L'attaque non provoquée de l'Ukraine par la Russie a aussi fait grimper les prix mondiaux de l'énergie et des aliments, ce qui a beaucoup contribué à l'inflation au Canada. Dans la dernière année, le taux directeur est passé de 0,25% à 4,5%, et on constate l'impact de ces hausses. Les hausses du taux directeur ont fait monter les taux d'emprunt des ménages et des entreprises. En moyenne, de janvier 2022 à janvier 2023, les taux hypothécaires variables à 5 ans sont passés de 1,5 à 5,9%. Enfin, les taux d'emprunt à plus long terme des sociétés ont monté d'environ 2 points de pourcentage. Les hausses de taux directeurs ont aussi eu un impact sur le taux d'échange, mais pas autant que d'habitude. Comme la Réserve fédérale a aussi augmenté les taux rapidement en 2022, le dollar canadien ne s'est pas s'apprécier par rapport au dollar américain. Il a quand même pris de la valeur vis-à-vis d'autres monnaies comme l'euro, jusqu'à ce que ces autres banques centrales commencent à relever leurs taux avec force. On mène une lutte mondiale contre l'inflation et l'Union fait la force. Après 11 mois d'augmentation, on voit des signes que les taux d'intérêt plus élevés commencent à rééquilibrer l'économie. Les ménages ont modéré leurs dépenses, surtout dans les secteurs sensibles aux taux d'intérêt. Le marché du travail reste tendu, mais on voit de premiers signes de détente. L'inflation a baissé et nos enquêtes indiquent que plus d'entreprises sont convaincues qu'elle va encore diminuer. Regardons tout ça de plus près. C'est dans l'activité sur le marché du logement qu'on a vu les premiers effets de nos augmentations. Les gens avec un prêt hypothécaire à taux variable et ceux qui cherchent un prêt ont été touchés en premier. Près d'un an plus tard, c'est au tour de ceux qui doivent renouveler. La demande de prêts hypothécaires a chuté, tout comme l'activité sur le marché du logement, qui avait atteint des niveaux insoutenables. Les taux d'intérêt plus élevés ont aussi touché les gros achats, souvent faits à crédit, comme les meubles et les électroménagers. La baisse de la consommation est claire dans ces catégories sensibles aux taux d'intérêt. Et l'augmentation des coûts d'emprunt commence à limiter les dépenses de façon plus généralisée. En effet, la consommation semble avoir beaucoup ralenti dans la deuxième moitié de 2022. C'est en partie parce que l'élan de la rouverture s'essouffle, mais les taux d'intérêt plus élevés ont aussi joué un rôle. Maintenant que la demande ralentit, on voit des signes qu'elle commence à se rééquilibrer avec l'offre, même si l'économie surchauffe encore. L'écart de production donne une mesure globale de l'équilibre entre l'offre et la demande.
En 2021, on a connu la reprise économique la plus rapide jamais enregistrée et les problèmes d'approvisionnement ont continué. Ainsi, la demande a dépassé l'offre en 2022, ce qui a poussé les prix à la hausse au pays. Mais cette demande excédentaire semble avoir culminé et commence à diminuer. La demande excédentaire se reflète dans beaucoup d'indicateurs du marché du travail. Le taux de chômage est près de creux historiques. Les entreprises signalent encore des pénuries de main-d'œuvre généralisées et le taux de postes vacants est élevé. Le marché du travail était déjà tendu avant la pandémie, mais maintenant, le taux de chômage dans chaque groupe d'âge et chaque province est plus faible qu'avant la pandémie. Et c'est au Québec et en Colombie-Britannique qu'il est le plus bas. Les tensions sur le marché du travail semblent avoir culminé autour du milieu de 2022 et elles sont un peu allégées. Le nombre de postes vacants est descendu depuis et la part d'entreprises en pénurie de travailleurs a un peu baissé. De plus, la croissance globale de l'emploi a ralenti en raison d'un recul particulièrement important dans les secteurs sensibles au taux d'intérêt comme la construction. D'autres facteurs influencent aussi le marché du travail. Il y a moins de jeunes travailleurs et plus de départs à la retraite. Au Canada, l'immigration a été freinée par la pandémie, mais elle reprend. On voit aussi le taux d'activité des femmes monter. On va surveiller un large inventaire d'indicateurs du marché du travail pour évaluer les ajustements face au resserrement monétaire. Comme la demande est modérée au Canada et dans le monde, l'inflation a baissé. L'inflation mesurée par l'IPC sur un an est passée à 6,3 % en décembre. Elle avait atteint un sommet de 8,1 % en juin. Ce recul est encourageant, mais on sait que l'inflation est encore trop forte. Jusqu'ici, cette baisse reflète surtout la diminution des prix de l'énergie, en particulier de l'essence. L'amélioration des chaînes d'approvisionnement mondiales aide aussi. Les goulots d'étranglement et le retard ont duré bien plus longtemps que prévu, mais les choses rentrent enfin dans l'ordre. Les frais de transport international ont baissé et ça fait descendre les prix des produits importés. Chez nous, l'inflation montre des signes de ralentissement, même si l'épicerie et beaucoup de services augmentent encore trop vite. Mais là où ça baisse vraiment, c'est dans les secteurs où les taux d'intérêt plus élevés ralentissent la demande. À l'échelle nationale, les prix des maisons ont baissé de 13 % par rapport au sommet de février 2022. Ici à Québec, les chiffres sont plus modestes, avec un recul de 2,5 %. La réduction de la demande, des problèmes d'approvisionnement et des frais de transport fait descendre l'inflation des biens durables 3 mois de suite. Les prix des électroménagers ont monté d'à peine 2,8 % en décembre, contre 7,7 % le mois d'avant. Toujours en décembre, l'inflation des biens durables sur 12 mois est passée de 4,7 % après avoir atteint un sommet de 7,9 %. Mais sur 3 mois, un meilleur indicateur de l'évolution récente, le niveau des prix de ces biens a diminué de 3,5 %. En général, on voit que l'inflation s'essouffle. Pour analyser les tendances, on regarde les mesures de l'inflation fondamentale qui éliminent les composantes les plus volatiles de l'IPC. Les deux principales,
qu'on utilise se sont arrêtés autour de 5 %. Mais les mesures sur 3 mois sont plus basses, ce qui laisse penser que l'inflation fondamentale devrait commencer à descendre dans les prochains mois. J'aimerais maintenant parler des attentes d'inflation. Parce que l'inflation reste élevée, la plupart des répondants à notre enquête auprès des consommateurs et des entreprises pensent encore que l'inflation mesurée par l'IPC sera bien au-dessous de 2 % ces 2 prochaines années. Selon la dernière enquête, moins d'entreprises pensent toutefois que l'inflation élevée va persister. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, comme l'indique la distribution des attentes beaucoup plus large qu'avant la pandémie. Mais on est sur la bonne voie. On voit dans le graphique que les données les plus récentes, illustrées par les barres bleues, ont bougé vers la gauche, ce qui indique que les attentes de l'inflation sont plus basses qu'ils y avaient, ça fait 6 mois. Parlons maintenant de la suite des choses. À fin janvier, on a dit qu'on s'attendait à mettre en pause les augmentations du taux directeur pendant qu'on évalue les effets de notre resserrement monétaire. C'est une pause conditionnelle. Elle aura lieu seulement si l'évolution de l'économie est largement conforme aux perspectives publiées en janvier. Comme je l'ai expliqué, il faut en général de 18 à 24 mois pour que les effets des ajustements de taux directeur se fassent pleinement sentir dans l'économie. C'est pourquoi la politique monétaire doit être prospective. Autrement dit, l'idée n'est pas de continuer à relever le taux directeur tant que l'inflation n'est pas de retour à 2 %. Il faut plutôt mettre les hausses sur pause avant de trop faire baisser l'inflation et ralentir l'économie. C'est ce qu'on fait présentement. On s'est fondé sur les observations et nos prévisions de croissance et d'inflation pour déterminer qu'il est le temps de faire une pause. On va maintenant évaluer la progression de l'économie par rapport à ces prévisions. Si les nouvelles données montrant que l'inflation ne baisse pas comme prévu, on est prêt à relever encore le taux directeur. Mais si on n'aura pas à le faire, si les nouvelles données correspondent à peu près à nos prévisions. On s'attend à une croissance économique presque nulle pour les 3 prochains trimestres. Comme la demande va arrêter de progresser, l'offre va la rattraper. Et la demande excédentaire va faire place à une offre légèrement excédentaire. Ceci va alléger les pressions inflationnistes. L'inflation des biens a déjà commencé à baisser. Ce devrait se poursuivre dans les mois à venir. Par contre, l'inflation des services devrait prendre plus de temps à diminuer, en partie à cause des coûts élevés de la main-d'œuvre. Il y a plus d'incertitude entourant la baisse de l'inflation des services. En ce moment, la progression des salaires semble se maintenir entre 4 et 5 %. Les résultats de nos enquêtes auprès des entreprises indiquent aussi que les attentes d'inflation sont en légère baisse. Le risque d'une spirale salaire-prix, donc, diminue. Mais l'inflation ne pourrait pas retourner à la cible si la croissance des salaires reste dans la fourchette actuelle, à moins que la croissance de productivité soit étonnamment forte. Ainsi, on va surveiller la productivité, les coûts de main-d'œuvre et l'inflation des services de près. Parlons maintenant de la fixation des prix. Quand l'inflation est bas et stable, le système de concurrence est efficace. Ce n'était pas le cas l'année passée.
quand l'économie a commencé à surchauffer et que l'inflation a grimpé. Dans ce contexte d'attente d'inflation élevée et de demande excédentaire, les entreprises ont monté leurs prix plus souvent et plus fortement que d'habitude. Récemment, elles nous ont dit qu'elles s'attendaient à revenir à des pratiques de fixation des prix normales. On va aussi suivre ça. On voit déjà que la distribution des variations de prix a commencé à se normaliser, mais elle est encore loin d'être normale. Les changements de prix avant la pandémie sont en vert. En rose, on voit que la distribution des variations des prix s'est étendue vers la droite quand l'inflation était à son plus fort. Le plus récent distribution est en bleu. Elle montre que les choses se normalisent, mais qu'on n'est pas complètement réaligné sur la zone verte. En résumé, les évolutions récentes ont renforcé notre conviction que l'inflation descend. We now expect CPI inflation to fall to around 3% in the middle of this year and to reach the 2% target in 2024. We've already seen a momentum shift in goods prices. For inflation to get back to 2%, supply needs to catch up with demand, and service price inflation needs to cool down. Wage growth will need to moderate alongside inflation expectations and pricing behavior to normalize. If these things don't happen, inflation won't come back to 2%, and additional monetary tightening will be required. On s'attend maintenant à ce que l'inflation mesurée par l'IPC soit autour de 3% au milieu de 2023 et à la cible de 2% en 2024. On a déjà observé un changement dans la dynamique des prix des biens. Pour que l'inflation revienne à 2%, l'offre doit rattraper la demande et l'inflation des services doit ralentir. La croissance des salaires doit se modérer de pair avec des attentes d'inflation et les pratiques de fixation des prix doivent se normaliser. Autrement dit, l'inflation ne reviendra pas à la cible et il faudra d'autres mesures de politique monétaire. On va observer de très près les données sur l'inflation pour voir si elles cadrent généralement avec nos prévisions. C'est le moment de conclure. Je vous ai donné un aperçu du fonctionnement de la politique monétaire, soit de la façon dont les hausses de taux se propagent dans l'économie pour faire baisser les emprunts, la demande et l'inflation nationale et importée. We know that the monetary policy tightening we've undertaken is hard on many Canadians. Unfortunately, there is no easy way to restore price stability. Monetary policy doesn't work as quickly or as painlessly as everyone would like, but it works. And it will be worth it when Canadians can once again count on low, stable, and predictable inflation. On sait que le resserrement monétaire est difficile pour bien des gens. Malheureusement, rétablir la stabilité des prix ne se fait pas sans difficulté. Même si on aimerait qu'elle fasse effet plus rapidement et facilement, la politique monétaire fonctionne. C'est un mal nécessaire pour que tout le monde puisse à nouveau compter sur une inflation bas, stable et prévisible. Comme toujours, on va être clair et transparent. Je veux que la population canadienne comprenne ce qu'on fait pour combattre l'inflation, comment ça fonctionne et pourquoi c'est important. Je veux aussi ne rien cacher de l'incertitude qui entoure les effets persistants de la pandémie, la guerre en Europe et les tensions géopolitiques en général. Il y a des risques autour de notre prévision. La plus importante est que les prix mondiaux
de l'énergie augmente, ce qui fera monter l'inflation dans le monde. On craint aussi que les attentes d'inflation restent élevées et que les hausses des coûts de main-d'œuvre persistent. Si ces risques à la hausse se matérialisent, on est prêt à augmenter encore le taux directeur pour ramener l'inflation à la cible de 2 %. Il y a aussi les risques à la baisse. Le ralentissement de la croissance mondiale pourrait être plus brutal qu'anticipé et les risques financiers pourraient l'amplifier. Au pays, les ménages pourraient limiter leurs dépenses plus que prévu pour s'ajuster à la montée des taux d'intérêt. Dans l'ensemble, on considère les risques entourant notre prévision d'inflation comme étant équilibrés. Mais avec l'inflation encore au-dessus de notre cible, on reste plus préoccupé par les risques à la hausse. L'inflation va baisser durant les prochains mois et on va être à l'afflux de nouveaux signes que l'équilibre entre l'offre et la demande se rétablit. C'est la clé pour que l'inflation revienne à la cible de 2 %. On va continuer d'expliquer ce qu'on voit, ce qu'on fait et ce que le public peut attendre de nous. Nous sommes déterminés à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiennes et les Canadiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur. Je vais vous laisser prendre une gorgée d'eau. Donc, on est en début 2023, là, je sais qu'on fait plusieurs événements, là, mais c'est vraiment beau de voir la communauté financière québécoise rassemblée aujourd'hui ici. Donc, au nom de la communauté financière du Québec, et plus particulièrement pour faire écho aux mots de M. Gagné, de la communauté financière de Québec, merci pour votre présence, merci pour vos lumières. On a une période de questions, je ne sais pas si on pourrait voir à l'écran les coordonnées pour l'application Slido. Donc, je vous encourage tout le monde à prendre votre téléphone intelligent, l'application Slido, l'adresse sli.do. Puis, il y a un hashtag, il y a un code qui va apparaître, qui devrait apparaître ici, BOCAN 2023. Vous pouvez poser des questions, puis je vais les voir ici à l'écran. Donc, je vous encourage à poser des questions. On a 15 minutes pour la période de questions. Je vais peut-être commencer avec la première. Vous avez parlé du marché du travail. Marché du travail qui est plus serré, on parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle de pression salariale qui pourrait rester pendant un bout de temps. Est-ce qu'il y a un danger que l'inflation structurellement reste plus élevée pendant quelques années, puis que la politique monétaire visait 2 % d'inflation, on a une politique monétaire qui soit structurellement restrictive? Oui, bien sûr, il y a des risques. Les marchés de main-d'œuvre ici au Québec sont très serrés. À la Ville de Québec, je pense que le taux de chômage, c'est en dessous de 3 %. Et à niveau national, un taux de chômage de 5 %, c'est pas soutenable. Les marchés sont très serrés. Et ça, c'est vraiment un des indicateurs qu'on voit que l'économie surchauffe. Nous sommes en demande excédentaire. Une autre, les salaires maintenant, ils montent à peu près entre 4-5 %. C'est pas vraiment le gouvernement du Banque du Canada de déterminer les salaires, mais si les salaires persistent en cette fourchette cible, ça va être difficile de ramener l'inflation jusqu'à 2 %. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà, c'est la politique monétaire fonctionne. Dans les domaines de l'économie qui sont sensibles au taux d'intérêt, on voit une certaine diminution. Ça va prendre plus de temps pour les services et ça, c'est lié au fait que le marché de main-d'œuvre est très serré. Mais on sait qu'il y a un certain retard entre les taux d'intérêt et tout l'effet sur l'économie. Donc, on anticipe que cette deuxième partie vient. Mais oui, il y a plus
l'incertitude parce qu'on n'a pas encore vu ça. Donc, oui, on va suivre ça de près et comme j'ai mentionné, on prend une pause maintenant pour évaluer si nous avons fait assez, mais si nous n'avons pas encore fait assez, on est prêt à augmenter les taux plus parce qu'on est déterminé de rétablir la stabilité des prix. Parfait, merci beaucoup. Puis peut-être une question qui suit ceci avec, on prend une pause, tout le monde dans la salle va s'entendre qu'il y a des risques importants à la trame de fond macroéconomique dans le moment. Comment est-ce qu'on balance le temps nécessaire à la pause et puis le moment d'agir encore si on voit que l'inflation est plus durable qu'on le pense? C'est une question difficile. À la fin, c'est un jugement et ce sont des jugements que le conseil de direction vont prendre. En indiquer que nous prenons une pause, l'idée c'est que on veut regarder si l'accumulation des nouvelles informations sont en ligne avec notre prévision ou non. Si c'est en ligne avec notre prévision, probablement, on n'a pas besoin de hausser encore les taux d'intérêt. Mais si on voit une accumulation de données qui suggèrent que l'inflation ne baisse pas en ligne avec notre prévision, ça sera un indicateur que, oui, il y a encore du travail à faire. On essaie il y a des risques à deux côtés. On ne va pas trop serrer la politique monétaire et on sait que pour les Canadiens, les taux d'intérêt ont monté rapidement. C'est difficile pour plusieurs. Ça ralentit l'économie. On ne veut pas trop ralentir l'économie, mais en même temps, on veut être confiant qu'on va retourner à l'inflation à 2%. Et le message d'histoire, il y a une bonne raison pourquoi nous avons augmenté tellement rapidement l'année dernière. La raison, c'est que c'était très important de maintenir bien ancrées les anticipations de l'inflation. Et l'inflation a monté vite et l'économie était en surchauffe, donc c'était important d'ajuster très vite. On a fait ça pour éviter le besoin d'augmenter encore plus haut les taux d'intérêt dans le futur. Donc maintenant, c'est le moment de prendre une pause et voir si on a encore du travail à faire ou non. Parfait. Je vois des questions défiler pendant que j'analyse tout ça. Peut-être une question plus simple aussi pour donner un petit coup une petite pause ici. Vous avez été nommé comme gouverneur l'été 2020, si je ne me trompe pas, le juin 2020, techniquement c'était à l'été. C'est pas une période qui est évidente dans l'histoire de la politique monétaire, donc il y a sûrement eu des surprises. Quelles ont été les plus grandes surprises en tant que gouverneur que vous avez fait face dans les dernières années? Qu'est-ce qui m'a surpris? Oui. Beaucoup de choses, plein de choses. Oui, quand j'ai commencé mon première journée comme gouverneur de la Banque du Canada, c'était juin 2020, comme tu as mentionné, le PIB a chuté de 15%. Il y avait plus de 3 millions Canadiens en chômage et plus de 3 millions qui travaillent moins de 50% de leur heure normale. Donc, c'était une situation très grave. Il n'y avait aucun vaccin. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Nous avons répondu avec beaucoup de force et avec aussi les mesures budgétaires. Nous avons eu la reprise la plus forte dans l'histoire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui m'a surpris? Je savais que quand il y a un choc de tellement grandeur, ils vont avoir des autres surprises. C'est impossible d'avoir un choc tellement grand avec pas d'autres surprises.
Mais c'est difficile les surprises sont toujours les surprises. On sait qu'ils vont avoir des surprises, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Je pense que les deux choses qui nous avons surpris le plus, c'est les goulottes d'étranglement. Le fait qu'il y avait des goulottes n'était pas surprenant, mais le fait qu'ils étaient partout dans l'économie et ils étaient plus persistants qu'on prévoyait. Et aussi, l'invasion de l'Ukraine par Russie nous avons surpris. Nous avons réfléchi sur ces événements et en décembre, en Vancouver, j'ai parlé un peu de les leçons que nous avons attirées et deux, très vite. Premièrement, c'est plus facile à restaurer la demande que l'offre. Et deuxièmement, quand l'économie est en surchauffe, les chocs d'offres ont plus d'effet sur l'inflation. Donc, je pense que l'autre chose qu'on a appris, c'est la situation, les circonstances peuvent changer vite. Et comme nous avons démontré l'année passée, on est prêt à changer rapidement quand les circonstances changent. Mais il faut avoir une certaine humilité avec notre prévision. Il y a les risques. C'est encore un monde avec beaucoup d'incertitudes. J'ai parlé de notre prévision, de notre anticipation. Je pense que c'est très important de donner les Canadiens et les Canadiennes qu'est-ce que nous pensons, mais c'est toujours important de souligner il y a les risques et si il y a des nouveaux surprises, on est prêt à réagir. Parfait. Je m'inspire un peu des questions qui sont là pour en formuler d'autres, mais les changements au marché du travail, vous en avez parlé. Il y en a des importants. La mesure du potentiel de production ou ce que c'est de l'écart de production canadienne, bien sûr, est basée sur le taux de chômage naturel, donc le fameux NERU. Est-ce que ce concept-là est encore utile? Est-ce que les changements structurels qu'on voit sont assez importants, ça pourrait avoir un impact sur votre mesure, la nécessité d'être plus ou moins serré du côté de la politique monétaire? Oui, deux choses à souligner. Premièrement, il y a toujours d'incertitudes à notre mesure de l'écart de production. C'est pas quelque chose qu'on peut observer directement. Et surtout, quand il y a des perturbations à côté de l'offre, les goulots d'étranglement, des problèmes des chaînes d'approvisionnement, c'est encore plus difficile à évaluer qu'est-ce qui se passe à côté de l'offre. La demande est un peu plus facile, mais l'offre, c'est plus difficile. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'écart de production. Et ça, c'est pourquoi on regarde une vaste éventail d'indicateurs. Et tu as mentionné le marché de main-d'œuvre, mais il y a toutes sortes d'indicateurs du santé du marché de main-d'œuvre. Bien sûr, tu peux regarder les grands chiffres macro, taux de chômage, taux de participation, mais c'est important aussi de regarder en dessous, regarder l'inclusion, le taux de participation, le taux de chômage autour de la pays, les jeunes, les âgés, dans les différents groupes démographiques dans l'économie. Et c'est aussi important de regarder des choses comme les heures travaillées, les salaires. Et donc, on regarde un inventaire d'indicateurs. Ils sont tous sur notre site web. C'est difficile de trouver une mesure qui est le sommaire de tout ça. Mais quand vous regardez toute cette information, c'est clair que le marché de main-d'œuvre est très serré. Tous les indicateurs suggèrent. On a vu, ça commence à rééquilibrer. Les postes vacants étaient très, très élevés. Ils sont encore élevés, mais un peu moins élevés. Et le taux de croissance de l'emploi, ça a diminué durant, par exemple, si vous faites comparaison, moi c'est difficile à dire, mais si on regarde la deuxième moitié de l'année passée
relatif aux premières moitiés, c'était plus faible dans le deuxième moitié. Donc, on commence à voir les effets de la politique monétaire, mais on sait qu'il y a un certain retard de ce qu'on a déjà fait et on anticipe qu'on va avoir plus d'effets dans le futur. Ça fait peut-être le temps pour une dernière question, inspirée un peu de ce qui est passé là, mais vous avez parlé que la Banque pouvait faire des ajustements face aux impacts du resserrement monétaire. Donc, qu'est-ce que la Banque peut faire? Vous avez un paquet d'outils dans votre coffre à outils, mais qu'est-ce que vous pouvez faire si il s'avérait qu'économiquement, vous en avez trop fait, ou le resserrement a trop d'impact économique, mais que l'inflation persiste encore? Ça sera une situation difficile. C'est toujours difficile de répondre à des questions hypothetical, parce que ça dépend un peu des détails, qu'est-ce que vraiment se passe. En principe, pour les chocs d'offres, si les anticipations sont bien ancrées, si l'inflation était déjà bas et stable, et si vous pensez que ce choc d'offres est transitoire, probablement on ne ferait pas grand-chose. Mais quand l'inflation est déjà élevée, et il y a un risque que le plus long que l'inflation reste élevée, le risque que les anticipations d'inflation ne vont pas être bien ancrées, là, ça sera plus important de réagir, de répondre. Donc, c'est un peu difficile de donner ça dépend beaucoup du contexte, ça dépend de notre jugement de persistance, parce que, oui, ça prend du temps pour l'effet de politique, pour une politique monétaire d'avoir un effet. Donc, oui, la réponse courte, ça dépend. OK, parfait, excellent. Donc, je pense que ça fait le tour pour la période de questions. Donc, je vais vous remercier. Est-ce que c'est moi qui fais les mots de remerciement? OK, parfait. Merci beaucoup.